Est-ce que ce débat en France, ce débat politique en France depuis 15 jours n'est pas tout simplement nauséabond? Nauséabond par rapport à quoi? Nauséabond quand on se permet de dire que certains prennent le parti de l'autre, que d'autres n'osent pas qualifier de terroristes des gens qui pourtant sont reconnus terroristes, y compris par leur propre pays. Est-ce qu'à un moment donné, on ne devrait pas sortir de tout cela et élever le débat? Mais c'est la mission des médias. C'est à vous de ne pas faire des exégèses de tweets et d'en parler pendant des heures. Je sais très bien Est-ce que c'est aux responsables politiques de faire ce genre de tweet? Moi, je vous pose cette question-là. Oui, parce que je ne crois pas que le mot camper soit un mot antisémite. Je laisse l'intelligence des gens, l'intelligence populaire trancher de ce débat-là. Je vois très bien ce qui est fait depuis des semaines. On a un processus aujourd'hui d'épuration ethnique à Gaza. 5000 morts, plus de 2000 enfants qui ont été tués, 1 million de Palestiniens qui ont été déplacés hors de leur territoire, 2 millions dont on dit qu'il faut les virer, en gros, vers les pays arabes. Ça s'appelle un nettoyage ethnique. D'ailleurs, c'est la rapporteure Monsieur Guiraud, qu'a fait le Hamas en Israël? Il a fait un crime de guerre. Et il n'y a pas de nettoyage ethnique de ce côté-là? Vous voyez? Je cherche à comprendre la différence que vous faites. Ah non, c'est pas un nettoyage ethnique. Non. À la limite, ça pourrait être une visée génocidaire, si vous voulez vraiment. Ça pourrait être un crime contre l'humanité. Mais ça, c'est pas à moi de le dire. Hein, c'est la Cour pénale internationale. Mais je cherche à comprendre la différence que vous faites entre un mort et un autre mort. Un nettoyage ethnique, c'est virer une population d'un territoire donné. Voilà, c'est ça. C'est pas ce qu'a fait le Hamas. Le Hamas n'a pas viré. Mais vous voyez, moi, ce que je conteste, y compris dans le cadrage médiatique des débats, c'est qu'on met beaucoup d'énergie pour qualifier des mots. D'ailleurs, moi, je peux comprendre, par exemple, quand on dit le Hamas terroriste, ce qu'a fait le Hamas, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vécu, nous, en France, au Bataclan. Et donc, c'est pas anormal de le dire. Voilà. Mais vous ne le dites pas. Vous savez pourquoi? Parce que on met des termes comme ça, mais on n'en tire aucune conséquence concrète. Si le Hamas est terroriste parce qu'il utilise des images de terreur, comment est-ce que vous qualifiez, vous, par exemple, un président d'un État, M. Netanyahou, qui publie sur les réseaux sociaux du monde entier des photos et des vidéos de bombardements de civils? Comment vous le qualifiez autrement qu'un terroriste aussi? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut le tuer, monsieur Netanyahou? Non. Moi, c'est pas la conclusion que j'en tire. Donc, je parle d'une guerre et de crimes de guerre. Mais toute cette énergie qu'on met à dire terroriste ou pas, quand est-ce que c'est un bon mot ou pas, c'est une énergie qu'on passe à invisibiliser ce qu'il se passe actuellement à Gaza. Ce qu'il se passe actuellement à Gaza est quelque chose de grave, dont nous alertons depuis longtemps. Il y a un processus de nettoyage ethnique en cours. L'ONU, la rapporteure de l'ONU dans les territoires occupés palestiniens, dit qu'il y a un grave risque de nettoyage ethnique. Et donc l'énergie qu'on passe à parler de ces sujets qui sont des sujets, futiles. Rassurez-vous, on a parlé. Ouais. J'ai annoncé le nouveau bilan donné par le ministère de la Santé du Hamas. Plus de 5000 morts à Gaza. C'est important de le rappeler, même si ce sont les chiffres donnés par le Hamas. Alexandre. Une question quand même, parce que le choix des mots, vous le savez, en tant que responsable politique, c'est très important, surtout quand on veut parler aux Français et quand on veut parler à tout le monde. Est-ce que selon vous, cette stratégie de conflictualisation qui a même été théorisée par Jean-Luc Mélenchon, toutes ces polémiques qu'il y a eu, parfois, c'est pas vous personnellement qui les avez décidées, mais sur les propos de la France insoumise, est-ce que vous ne craignez pas de devenir inaudible et de faire perdre de vue le message qui est le vôtre, qui pourrait tout à fait s'entendre, on peut être d'accord ou pas, mais le fait est qu'aujourd'hui, il est inaudible. Sur quoi vous vous basez pour dire qu'il est inaudible? Eh bien, parce que je prends un sondage que je lis juste ici. On a 86% des Français qui désapprouvent les prises de position de la France insoumise. Oui, mais à partir de fausses déclarations de Jean-Luc Mélenchon, donc c'est facile. Les déclarations. Moi, je vais vous dire ce qui s'est passé aujourd'hui. On a dit des choses fausses depuis le début de notre débat, de ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Un tweet. Moi, je vous dis que le fait politique aujourd'hui qui décrédibilise pas la France insoumise, mais la France, c'est que vous ayez la 4e personnalité de l'État qui se soit rendue prendre des photos auprès d'une armée en guerre, d'une armée qui colonise un peuple, d'une armée qui a mis sous prison à ciel ouvert Gaza, d'une armée qui est en train de pratiquer un nettoyage ethnique pour dire quoi? Oui, mais pour appeler un cessez-le-feu. Non, mais parce que non, mais d'accord, pour moi, vous avez le droit d'avoir cette position-là. Mais pour dire soutien inconditionnel à Israël, je ne suis pas dans le soutien inconditionnel à Israël. Et je vous informe d'une chose, c'est que là, vous me parlez de ça. La vraie information du jour, c'est le discours d'Elisabeth Borne. La vraie information du jour, c'est que vous avez une première ministre qui commence, malheureusement ça commence à être un peu tard, qui commence à nous donner raison, qui commence à dire qu'il faut rouvrir plus fort le couloir humanitaire, qui évoque un cessez-le-feu, ce que nous disons depuis le début,
le cessez-le-feu, et qui dit, et y compris un président de la République qui commence à parler d'arrêt de la colonisation. Mais est-ce que s'il n'y avait pas eu toutes ces polémiques et tous ces mots peut-être parfois mal choisis, vous les avez reconnus à la France Insoumise avec ceux de Daniel Obono, pas vous, mais votre groupe sur l'expression de Daniel Obono par exemple. Est-ce que s'il n'y avait pas eu tout ça, on vous aurait aussi donné peut-être raison plus tôt? Non, parce que je pense qu'on aurait trouvé une autre polémique. Vous voyez d'ailleurs, je pense que vous êtes la victime permanente. Non, pas la victime permanente. Vous avez évoqué Yael Braun-Pivet en Israël. Jean-Luc Mélenchon, quand il fait son tweet, il n'est pas sans savoir qu'il y a des menaces de mort à l'encontre de Yael Braun-Pivet. Quand elle dit « on me met une cible dans le dos », Jean-Luc Mélenchon me met une cible dans le dos, est-ce que vous ne dites pas « oui, on aurait peut-être pu éviter ce coup-là » Yael Braun-Pivet est partie soutenir, est partie cautionner un nettoyage ethnique. Si on ne peut pas le dénoncer, on dénonce quoi dans ce pays? Donc oui, Madame Braun-Pivet est la cible de menaces. D'ailleurs, je vous rappelle qu'à chaque fois qu'elle a été la cible de menaces, nous l'avons soutenue. Parce que je dis, nous ne sommes pas pour nous en prendre physiquement aux gens. Nous ne sommes pas pour ça. Mais nous avons notre parole. Nous avons notre liberté de parole et de dénoncer quelque chose de grave. C'est que la présidente de l'Assemblée nationale ait fait cela. Ça, pour les Palestiniens, vous voyez, je crois que c'est pas leur rendre service. Et je le dis aussi, elle prend une position qui n'est même pas la position de l'État français. Alors justement, la position de l'État français va être donnée demain par le président de la République en déplacement sur place, Emmanuel Macron. On a déjà quelques éléments ce soir, notamment la coexistence de deux États, l'arrêt de la colonisation. Ça va être défendu par Emmanuel Macron, mais aussi par Catherine Colonna à l'ONU. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes prêt à soutenir cette position? Emmanuel Macron est en train de nous donner raison. Par exemple, c'est assez rare. Ça fait depuis quelque temps qu'un président de la République n'avait pas parlé d'arrêt de la colonisation. C'est une position que nous défendons depuis des dizaines et des dizaines d'années. D'autres organisations, d'ailleurs, le font depuis bien avant nous. C'est nous donner raison. Je tiens à le dire parce que c'est quand même important dans la discussion. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il y a eu une manifestation samedi, en 48 heures, qui a rassemblé 30 000 personnes. Parce qu'il y a un rapport de force. Et parce qu'il est en train de se rendre compte qu'il est minoritaire. Et que ce qui est majoritaire dans la société française, c'est demander un cessez-le-feu parce que les gens ne veulent pas de massacre. Ils ne veulent pas que le Hamas fasse ses crimes de guerre vis-à-vis des kibboutz et vis-à-vis d'une rave party. Mais ils ne veulent pas non plus que Israël bombarde des civils comme ça, de cette manière-là. Donc il est en train de revenir là-dessus. Maintenant, il y a un message de fermeté à avoir qu'Emmanuel Macron n'a pas encore. Parce que c'est facile d'appeler au respect du droit international. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que depuis 1947, Israël a violé plus de 100 fois le droit international. Donc la question maintenant, c'est celle des sanctions en cas de non-respect du droit international. C'est sur ça qu'il faut qu'Emmanuel Macron avance. Nous sommes disposés à aider la France à faire porter une voix de fermeté vis-à-vis de ça. Et s'il parle d'arrêt de la colonisation, tant mieux, parce qu'il est temps de reconnaître que ce qui engendre aujourd'hui cette situation-là et cette guerre, c'est avant tout la colonisation. Ce qui ne veut pas dire cautionner les crimes de guerre du Hamas, mais ce qui veut dire que ça vient de là. Et quand vous êtes un jeune Palestinien de 18 ans qui a vécu toute sa vie dans une prison à ciel ouvert, mais vous croyez que les discours modérés vont attirer qui? Merci.